T'entends pas vraiment parler de la zakat en fait. T'entends jamais, au prêche du vendredi, jamais personne qui parle de la zakat. Alors que c'est, entre guillemets, plus important que le hajj. Genre, dans l'ordre de priorité, ça vient avant le hajj. Ça va même avant le ramadan. Salam alaikum. Ouais, c'est ça. Comment tu vas, Sarah? Bien, un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué. On est aujourd'hui le 12e ou 13e jour du ramadan. 13e, je crois. On est Ouais, je crois. 13, presque à la moitié. Et ça se voit, on dirait, ça t'a défoncé là. Non, c'est pas. En fait, non, niveau énergie, ça va, c'est juste avec le sommeil et puis le voyage et tout. Mm. C'est plus ça. Mais le reste, ça va. T'es basé à Zurich, Ouais. mais originaire de Fribourg. Et aujourd'hui, on est à Genève, donc ça bourlingue sec. Enfin, on se connaît depuis très longtemps, donc même avant la Zakat. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont aussi bénévoles au sein de la Zakat, c'est qu'on a tous un peu grandi ensemble. Plus ou moins, en fait, ouais. Il y avait Rhodes aussi qui était venu au sein de ce podcast avec laquelle. Ouais. Donc en fait, on se connaît de près ou de loin, mais ouais. Et nos parents étaient potes, enfin, plutôt. Ouais. C'est vrai. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de tout ce parcours, en fait, que tu as fait depuis Fribourg à Zurich et maintenant aujourd'hui à Genève, autour de ces micros. Les gens, je pense, te connaissent sous différentes casquettes, vu que tu en as, je pense, 5 ou 6 au moins, que tu portes en même temps. Mais parmi celles-ci, t'es le directeur exécutif de la Fondation Suisse pour la Zakat, c'est juste. Cofondateur, et puis là, après, j'ai fait ça à temps plein pendant 1 année et demie. Mais en gros, ouais, c'est juste sur le papier, mais tu peux m'appeler comme tu veux, c'est pas... Mais c'est quand même un rôle que tu as pris, c'est-à-dire que tu es quand même à la tête plus ou moins de la direction de... Oui. Donc, c'est comme ça. Mais c'est pas une équipe de 3000 personnes que je gère. Ouais, mais quand même. Donc, tu es à la tête de ce projet depuis maintenant 5 ans environ. Ça fait 5 ans que... Ça fera 5 ans en avril. En avril, ça fera 5 ans. Ça passe vite. Je crois c'était date de fondation, le 2 avril. Comment tu te sens? En fait, assez content et conscient du temps que ça prend. Mais quand même assez content qu'après 5 ans, on est encore là. C'était une expérimentation au final. C'est comme une expérimentation et tu sais pas trop au début où est-ce que ça va mener et t'as pas mal d'incertitudes, mais t'as des certitudes et ces certitudes ne sont plus des certitudes après 5 ans, donc c'est pas mal de satisfaction déjà du chemin parcouru, mais conscient quand même qu'il y a quand même pas mal de défis encore. On va remonter un petit peu à avant la fondation officielle de la Zakat le 2 avril 2000, c'était quoi, 2020 du coup 2020. Comment est-ce que tu en es arrivé à fonder cette organisation ou à cofonder cette organisation? Après le collège, le gymnase et la maturité et tout, j'ai passé une bonne année à l'armée, plus qu'une année d'ailleurs, c'était 13 mois. Et après ça, j'avais décidé de commencer mes études en économie politique. Et c'était pendant mes études, j'ai beaucoup aimé les aspects liés à la macroéconomie, plus que la microéconomie, mais macroéconomie, économie monétaire, j'ai fait bonne partie de mon master là-dedans aussi, dans l'économie monétaire. Et en fait, pendant ces années-là, on avait avec d'autres jeunes aussi, on avait fondé Frislam à Fribourg, c'était une association un peu de jeunes à Fribourg, de jeunes musulmans, et au fil des années, en 3 à 5 ans, pendant les années d'études en fait, très vite tu remarques les limites en fait du bénévolat, les limites en fait des moyens que tu peux avoir à disposition pour un peu réaliser des projets, etc. Et en parallèle avec les études, je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser un peu aussi à la zakat, parce que c'est quand même le troisième pilier de l'islam. J'ai commencé à poser des questions, soit aux parents et tout, mais c'était pas vraiment un sujet dont t'entends pas vraiment parler de la zakat en fait. T'entends jamais au prêche du vendredi, jamais personne qui parle de la zakat. Alors que c'est entre guillemets plus important que le hajj. Genre dans l'ordre de priorité, ça vient avant le hajj. Ça va même avant le ramadan. Ça vient même oui, avant ça le vient sang. même. Et c'est là, mais je me suis posé parce qu'avec les études et tout, quand même, t'étudies un peu la macro, tu comprends un peu les
les flux financiers au niveau d'un pays ou bien au niveau international et tout. Et tu te dis, mais il est où cet argent? En fait, t'es là, il est où cet argent, en fait? C'est parce que, après, j'ai commencé à lire, il y avait même des estimations qui étaient faites, curieusement, par la Banque mondiale. C'est genre, pourquoi c'est la Banque mondiale qui fait ça? Pourquoi c'est eux qui font des estimations sur les zakat? Enfin, bref. Et, et quand même, on parle de 300 milliards Quoi? par an. Attends, de Au zakat, niveau mondial, ouais. 300 milliards. 300 milliards. J'espère, je crois que je ne me trompe pas. On peut googler, mais c'est eux qui ont fait cette estimation il y a quelques années, donc c'est plus maintenant. 300 milliards. Là, j'ai bugué. Il est où cet argent, les gars? Il est où? Genre, et là, ça commence à me poser des questions. Et en fait, après cette période, bon, j'ai fini mes études au Canada. Après, j'ai fait encore une partie d'armée, 6 mois, 5-6 mois. Et là, après, j'ai déménagé à Zurich, j'ai commencé à taffer. Et pendant cette période-là, j'étais là, mais d'une idée vraiment plutôt entrepreneuriale, en fait. Je me suis dit, cet argent, il est là, il est dans le cloud. Je veux dire, il est là. Genre, il suffit de créer quelque chose qui peut canaliser ces moyens pour faire quelque chose de bien, quoi. Et pour résoudre des problèmes, résoudre des défis sociétaux que personne n'adresse, etc. Ou bien qui sont. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue, en fait. Donc, ouais. Et on a démarré ça. Normalement, tu as besoin d'un apport de 50 000 francs de capital. On a commencé ça à la One Again avec zéro. Je veux dire, zéro. Comme des vrais Tunisiens, zéro poche. Comment ça, zéro? On n'avait pas d'argent. J'avais pas d'argent, moi. Oui, mais attends, quand tu as commencé, tu t'es dit, je vais lancer un projet de fondation pour la zakat. Ouais. Donc, en fait, vous êtes parti sur un modèle de bénévolat. Oui, au début, ouais. Donc, complètement bénévole. Au début, ouais. Parce que tu t'es dit, il y a 300 milliards qui circulent sur la Terre, il faut que je les récupère d'une manière ou d'une autre. En gros, c'est un peu ça. Après, j'étais conscient, ouais, je suis en Suisse, c'est pas. C'est ça l'idée, ouais. Et en fait, quand on a démarré, on a levé des fonds, enfin, les gens ont soutenu le projet, on a pu collecter ces 50 000. Ça t'a pris combien de temps pour récolter les 50 000? On peut dire, bon, vu qu'on a démarré ça dans la période qui précédait le Ramadan, et puis avec le Ramadan, ça a pris quoi? Peut-être 2 mois. Et c'était quoi le pitch? Ben, le pitch, c'est une bonne question, parce que le pitch à l'époque, si je le referais, ce ne serait pas le même, mais c'était la création de la première institution de gestion de la zakat en Suisse. Mais et en Europe. C'est-à-dire, le pitch, c'était ça, c'était de créer un espèce de fonds, une institution qui gère ça professionnellement. Mais parce que la zakat a eu un rebranding en cours de route. Oui. Donc, la première version de la zakat était aussi très similaire, ou en tout cas avait la même DA et la même, on va dire, ligne directrice que d'autres fondations de zakat en Europe. Mm-hmm. Est-ce que du coup, la zakat en Suisse, elle vient à la suite également d'autres projets européens qui avaient commencé, typiquement notamment genre en Angleterre, mm-hmm. ou dans des pays où il y avait peut-être un petit peu plus de force, on va dire, de la communauté, ou est-ce que c'est vraiment venu ensemble? Ouais, c'est un peu les deux, dans le sens où moi, avant de démarrer, j'ai regardé un peu ce qui se faisait déjà, ce qui existait, enfin ce qui marchait. Et puis c'est vrai qu'il y a des exemples qui fonctionnent en Angleterre et ailleurs. Disons, c'était un peu les deux, parce que un projet comme ça, tu es obligé d'avoir une empreinte locale, tu es obligé d'avoir une équipe locale qui peut t'aider, qui peut porter le projet, qui peut mener ça à bien, quoi. Donc c'était un petit peu les deux. Ouais. L'équipe qui a été constituée, de ce que j'ai vu, c'est vraiment une équipe de personnes qui sont relativement jeunes, donc plus ou moins nos âges, voire même quelquefois plus jeunes. J'ai pas vraiment vu, après tu pourras me dire si, j'ai pas vraiment vu de personnes qui étaient, enfin, notamment de la première génération, peut-être en coulisses ou je sais pas. Du coup, est-ce que quand tu avais ce pitch, est-ce que c'est quelque chose qui a plus résonné avec la deuxième, troisième génération de musulmans suisses? C'est une bonne question, ça. Au début, on a approché un peu tout le monde, en fait. On a parlé à beaucoup de gens. Et c'est plutôt la jeune génération qui était prête, qui était là à mener le projet, à porter ça, à donner de son temps. À titre personnel, après, on a eu des discussions
avec ouais, les différentes communautés, les personnes aussi, ouais, un peu plus, disons, ouais, première génération, ou bien un peu, qui sont un peu plus, disons, entre guillemets, seniors, ou qui étaient là avant nous, comme on dit. Euh, et en fait, pour être honnête, j'ai quand même dû, j'ai quand même dû je veux dire, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui ont soutenu, il y a des gens qui ont donné. Je veux pas, faut pas, donc enfin, des parents, etc. Donc, mais aussi une partie, disons, où j'ai quand même dû déplorer le fait qu'il y avait euh, un peu un attentisme. Ouais, faut attendre. Faut Ouais, attendre quoi? hein? Faut attendre quoi? Il faut, je m'explique. Il y a, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient peur que ça dérange, ou bien que ça, pas l'extérieur, hein, mais plus, ouais, dans la communauté, il y a les autres communautés, il y a les Albanais qui font leur truc, il y a faut pas trop, ça va mettre à mal nos relations, etc. Comment la zaquette peut mettre à mal des relations intercommunautaires? Tu crois que je savais, j'avais pas la réponse non plus. Et là, je me suis dit, j'étais là, ah ouais, en fait, c'est même avec ça, tu fais des calculs politiques et tout, parce que, tu vois, Mm. bref, j'ai pas envie de donner tous les détails, mais ça m'a quand même un peu interpellé, ça m'a un peu, ouais, déçu. Ça m'a pas choqué, mais ça m'a déçu. Parce que, quelque part, c'est pas que je m'y attendais, mais je me suis dit que, parce qu'en fait, la réalité, c'est que ces associations, bien, qui étaient là, si vraiment ils voulaient le faire, ils l'auraient fait. Mm. Enfin bref, du coup, j'étais quand même un peu déçu de ça. Non, moi je trouve que c'est quand même Et important ce que tu dis. Même si tu vas un petit peu passer rapidement par rapport à ce sujet-là, mais je pense que c'est hyper important d'en parler. C'est quand tu parles d'attentisme et du fait que justement s'il y a une volonté, il y aurait eu des personnes qui auraient mené ce projet à bien avant toi. Mais j'ai l'impression que le fait que ce soit toi qui l'ayez mis en avant en 2020 en Suisse, c'est aussi une preuve qu'il y a une évolution au sein de la communauté et qu'on passe en fait d'une communauté qui est là en mode ouais, survie à une communauté qui est là parce qu'en fait, la Suisse, c'est devenu notre premier pays. ouais, c'est ça. Pour moi, dans chaque projet, il y aura toujours des gens chacun a un différent avis, et de toute façon, euh, les gens, chacun va dire autre chose, et il y a mille raisons de pas commencer. Il y a mille raisons de pas faire un truc, il y a mille raisons de dire, ah ouais, peut-être non, faut voir, faut regarder. En fait, parfois dans la vie, il faut juste commencer les choses. Parce que ce projet-là, de toute façon, ce n'est pas destiné à à ce que ce soit juste, genre, mon projet ou ma fondation. Non, au final, ce truc, cette fondation, c'est comme un leg pour les futures générations. C'est comme une institution qui est là pour que ça serve des générations futures, enfin, les générations actuelles et futures. Et, et attendre le bon moment, ou bien attendre que tout le monde soit d'accord, ben, en fait, ce moment, il viendra jamais. C'est pour ça qu'il faut commencer. Et ce truc, c'est itératif. C'est malléable, ça s'adapte au fil du temps. Et oui, je pense que, ouais, je pense que ce que tu as dit, c'est juste, parce que c'est le fait que ce soit né, que ça a commencé, c'est peut-être aussi un indicatif d'une certaine maturité ou d'une nouvelle étape, je pense. Ouais. Quand tu dis faut juste commencer les choses, c'est un peu aussi ce que on a eu une interview avec Akram Ali qui est aumônier et imam, qui pareil dans son intervention il disait que au bout d'un moment faut arrêter la procrastination, faut être vraiment sur le terrain, Exact. prendre l'action. Et puis maintenant pour moi ma question pour toi par rapport à faut juste commencer les choses, pourquoi tu as commencé ça particulièrement et t'as pas fait par exemple d'autres projets parce que t'en as eu plein des projets. Il y avait Freeslam, t'as encore, je pense, 100 000 casquettes aussi, comme on m'a dit au début. Mais est-ce que il y a eu un déclic chez toi où tu t'es dit ce besoin est essentiel en Suisse? Oui, je pense que c'était la conjoncture de différentes choses. C'était, ben voilà, j'avais fini mes études, je commençais à travailler, j'avais fait une première expérience dans le domaine bancaire, etc. Euh, il y avait mon intérêt aussi pour la technologie. Je commençais à découvrir un peu pas mal de choses via ma propre lecture, ou bien via le travail aussi.
par rapport à tout ce qui est possible de faire, comment les transferts financiers fonctionnent, comment, en fait, quand tu vois comment, en fait, qu'il y a des milliards qui circulent chaque année, chaque jour sur les marchés, tu dis, mais en fait, il y a tellement de choses à disposition qui te permettent de collecter des fonds et de les redistribuer. Ouais, mais ça, pourquoi est-ce que c'est... Parce que je comprends qu'il y ait ce besoin-là et tout, mais Ouais. pourquoi est-ce que tu l'as mis sous l'égide de la zaquette Ah, et pourquoi? pas, par exemple, t'aurais pu faire, je sais pas moi, une fondation standard qui soit pas liée à ce Ouais, troisième pilier de l'islam. ouais. Bah, pour moi, parce que comme je l'ai dit au début, pour moi, c'était parce que c'est un énorme manque, quoi. En fait, j'aime bien faire des choses, participer à des projets qui sont, qui sont infinis, qui sont plus grands que moi, en fait. Moi, j'aime bien faire ça, en fait. C'est participer à quelque chose ou bien prendre part à une journée, à une aventure qui dépasse ma propre existence. En fait, c'est ça. Pour répondre à ta question. C'était ça. Et donc, et puis surtout, ben, parce que c'est quand même, ben, mine de rien, le troisième pilier de l'islam que personne n'adresse. En fait, il n'y a rien qui est fait pour ça. Et c'était quand même, ben, c'est frustrant quand même. Tu dis, Qu'est-ce que tes parents, par exemple, ou qu'est-ce que les leaders de la communauté, quand tu allais leur dire ce que tu m'as dit là au début, la zakat c'est le troisième pilier de l'islam et il vient même avant le hajj. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit, ah bah, non mais arrête de parler? non, ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est genre, il y a un constat, mais c'est tout. En fait, c'est Parce que tout. je vais pas te cacher, moi j'ai fait ce constat il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Enfin, quand j'ai commencé à travailler avec la fondation Zakat, j'ai également fait ce constat où j'étais là, bon sang de bonsoir, c'est le troisième pilier de l'islam. Donc il y a l'attestation de foi, il y a la prière, et ensuite il y a le travail communautaire où tu dois payer une taxe pour la communauté. Et en fait, j'étais là, s'il y a un pilier qui est le moins connu chez les musulmans, c'est bien celui-ci. Et philosophiquement parlant, je trouve ça tellement puissant de se dire que la taxe charité soit le troisième pilier de l'islam. Donc en fait, tu dois prendre soin des autres avant même de passer à la suite. Ouais. Donc philosophiquement, je trouve ça assez... Toi, tu commences par toi, et après et puis il est au milieu. Donc c'est le troisième. C'est ça. Pour moi, c'est toujours un mystère, en fait. Pourquoi en fait, la chose, c'est que les gens, en fait, c'est ça le problème. À mon avis, c'est que les gens, en Europe ou même ailleurs, c'est devenu, et même après, on peut faire toute une analyse historique, parce qu'après la période de colonisation, c'est là que ça s'est un peu dilué. Mais en fait, c'est devenu, c'est quelque chose dont les gens s'occupent juste pour eux-mêmes. En fait, les gens disent, ah, c'est un truc, je dois le donner, je sors cet argent, et c'est tout. C'est genre, en fait, ça n'a rien à voir avec toi, tu dois pouler cet argent. Parce que quand tu mets la zakat, tu rassembles. Quand chacun donne 500 francs de son côté, c'est pas comme si tu mets tous ces 500 francs ensemble. Tu peux faire plus de choses avec. C'est ça. Parce que quand je donne 500 francs à quelqu'un, voilà, je résous peut-être un problème. Mais quand tu mets 100 personnes qui ont 500 francs, bah, tu peux agir de différentes manières. Tu as un autre impact. Et c'est ça, en fait, disons, le secret ou la force derrière cette zakat, c'est que quand tu vas pouler cet argent, tu peux. Et c'est un principe financier connu. C'est pour ça qu'il y a des fonds d'investissement. Il y a une raison pourquoi il y a un fonds d'investissement. C'est parce que tu as une meilleure efficacité dans l'allocation de l'argent, etc. Et c'est ça, en fait. Mais bon, il y a des choses qui prennent du temps, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais voilà, comme j'ai dit avant, il faut commencer, quoi. Donc là, ok, on est un peu avant, tu fais tes réflexions, tu décides qu'il y a un manque et tu veux faire ce travail pour mettre sur pied la zakat. Entre le moment où cette décision est prise et le moment où la fondation elle arrive à commencer à fonctionner, qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce que tu as fait pour motiver les personnes à rejoindre ce projet? Quelles ont été les compétences que tu recherchais? Et puis, quelle était la vision initiale? Ouais, au départ, j'ai regardé un peu dans mon entourage, les gens que je connaissais. Au début, c'était
Après, tu as toute la paperasse au début qui est assez énorme, en fait. Hein, créer les statuts d'une fondation, c'est pas comme des statuts d'une association. Les gens, j'ai remarqué, au début, j'ai remarqué les gens disaient ouais, l'association, non, c'est gars, c'est pas une association. C'est quoi la différence entre association et fondation? Une association, tu peux la créer juste n'importe quand. Là, maintenant, tu as 3 personnes, un caissier, un président et un secrétaire. Et puis, tu rédiges des statuts, vous les signez, vous allez à la banque, vous ouvrez un compte. Et c'est tout. Tu démarres avec 0, tu fais ce que tu veux. Ça a des avantages, ça a ses inconvénients. C'est bien. Le système de l'association en Suisse, c'est bien. C'est pas mal, parce que ça donne quand même pas mal de liberté, pour être honnête, avec très peu de tracas administratifs. Une fondation, c'est différent. Une fondation, c'est quand même il y a une gouvernance qui est différente, tu as un conseil de fondation, tu as quelques personnes, ça dépend, hein, c'est libre, mais 3 à 5 personnes qui sont là voilà, et tu dois garder un minimum de capital dans la fondation, et il y a un audit de la fondation. C'est ça la différence. Moi, en fait, j'ai dit, ouais, une fondation, il faudrait faire une fondation parce que c'est plus transparent, tu as un audit annuel, est-ce que et c'est obligatoire. Les associations n'ont pas d'audit obligatoire. Mais pourquoi tu voulais justement partir Bah, directement dans quelque chose comme ça? ouais, en fait, pour moi, il y avait tellement d'associations, il y a tout le monde qui fait des associations. Je me suis dit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans une vision à long terme, pour offrir quelque chose vraiment de monter un peu dans le standing, tu vois, de ce qu'on fait de manière générale. Je compléterai après par rapport à, ça rejoint la com, ça rejoint la manière avec laquelle on veut travailler. C'est en fait de construire quelque chose qui dure sur le temps. Parce qu'une association, ok, après tu as des membres, tu peux avoir des changements c'est peut-être moins stable dans la gouvernance. Une fondation, t'as un board, t'as un conseil de fondation, t'as un audit, t'es soumis à l'autorité fédérale de surveillance des fondations. Donc pour moi, c'était dans l'idée de faire quelque chose vraiment propre en ordre, quoi. Dans les règles de l'art, la zakat, ça mérite ce qu'il y a de mieux, tu vois. Et surtout en Suisse, dans un pays philanthropique, ils ont le pays de la philanthropie, le pays des fondations, le pays vraiment des organisations charitables, etc. On est à Genève. C'est pour moi, la zakat mérite vraiment la meilleure structure possible de gouvernance et dans un pays comme la Suisse, quoi. C'est ça, en fait. J'ai un peu, peut-être c'est aussi moi, hein, j'ai un peu tendance un peu extrême de toujours aller dans l'extrême, c'est-à-dire en termes de qualitatif je vais à l'extrême. C'est pas, soit je fais rien. Et si je fais un truc, c'est. Mais moi, je trouve ça intéressant le fait que tu dises que la zakat mérite ce qu'il y a de mieux, mais aussi tu parlais du fait d'aller au next level, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche de se dire que les fondations à utilité islamique, entre guillemets, ont un droit de présence qualitatif sur le territoire suisse? C'est aussi une question de branding, hein, au final. Bon, tu dis les fondations, les autres. Le fait que toi, tu t'es dit, il faut absolument qu'on fasse une fondation. Est-ce que c'était aussi peut-être une manière de te dire, au final, il faut qu'on soit pris un fond au sérieux et il n'y a pas. Non, mais ouais, moi, ma perspective, c'est pas. Franchement, je me suis jamais dit, ouais, faut qu'on nous prenne au sérieux. Moi, personnellement, je parle de moi-même, une autre approche, je me dis, il faut qu'on se prenne au sérieux. N'est-ce pas? Ça commence là, genre, si tu te prends pas au sérieux, on va pas te prendre au sérieux. Et si on fait toujours des organisations, on a toujours une com un peu bizarre, on a toujours des logos bizarres, on a toujours un look and feel qui ressemble à rien, des polices d'écriture. Les gars, faut arrêter. Il faut faire du travail qui est propre. Genre, ça fait partie du Hassan, tu vois. Ça fait partie de chercher la perfection, ou bien dans ce qu'on fait, bien de parfaire ce qu'on fait, disons. Et peut-être, je sais pas, à mon avis, peut-être c'est moi que j'ai été éduqué comme ça, peut-être en tout cas pour moi, c'est notre religion qui est comme ça, en fait. Moi, quelque chose qui m'inspire beaucoup, c'est parce que j'avais fait mon travail de maturité sur l'Andalousie, et c'est ça, en fait. C'est aussi un peu l'extrême, mais
c'est d'utiliser la beauté, disons, de la création de ce qu'il y a, que ce soit dans les maths, que ce soit dans l'art, dans la poésie, dans la littérature, c'est d'utiliser un peu l'héritage qu'on a, ou bien ce qui existe autour de nous, pour ce qu'il y a de mieux pour un outil comme la zakat. Et c'est ça c'est ça l'approche. Et pour revenir à ta question, donc c'est comme ça que j'ai un peu de fil en aiguille fait connaissance avec des gens. Il y avait des gens que je connaissais déjà, qui étaient déjà experts dans leur domaine, que ce soit dans le social, etc. Dans la com, j'ai fait connaissance avec d'autres personnes dans le design, communication. Et franchement, ouais, même, enfin, personnellement, j'ai appris tellement. Je m'y connaissais pas dans ces domaines. Mais quelque part, j'arrive peut-être à réunir un peu les gens, à les connecter et tout. Et c'est comme ça un peu qu'on a réuni une équipe. Après, dans l'IT, c'est un peu plus compliqué, mais moi-même, j'ai pris un peu en main pas mal de choses là-dedans. Et puis après, avec des boîtes externes avec qui on a bossé, quoi. Donc c'était un peu comme ça, de manière itérative, de fil en aiguille, on a constitué un peu une équipe. Le Covid aussi n'a pas aidé, hein, parce on était tous à la maison, c'était en ligne, on a tout fait en ligne. On s'est pas vu pendant, ouais, au début, on s'est pas vu du tout, en fait, que en ligne. Et ça nous a forcé, disons, le côté, disons, positif, c'est que ça nous a forcé à apporter quelque chose, avoir une plateforme digitale qui fonctionne, des outils qui marchent, un calculateur de la zakat. Vraiment, on était obligé d'offrir quelque chose de complet, en ligne et compréhensif, en fait. Et ça s'est vu parce que, bon, moi, j'ai rejoint l'aventure pas il y a 5 ans, mais je crois il y a 3 ans à peu près, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Et j'ai été à une des réunions post-Covid, où là, j'ai rencontré le reste de l'équipe et j'étais hallucinée par toutes ces personnes que je ne connaissais pas, que tu es allé pêcher vraiment comme un chasseur de tête, un par un, quoi. Il y avait des personnes avec des compétences absolument incroyables qui sont là, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que la zakat en tant que telle, c'est aussi un outil, vu que c'est un fonds au final, c'est aussi un outil qui rassemble non seulement l'argent, mais qui rassemble aussi les compétences de la communauté? Ouais, ça rassemble les gens, hein. C'est dans l'esprit. Plus, plus j'avais affaire à la zakat, plus j'ai remarqué que c'est là pour réunir les gens, en fait. Parce que ça réunit les gens, déjà pour gérer ça. Parce que ceux qui administrent la zakat, ceux qui gèrent la zakat, ce sont des gens c'est déjà une catégorie qui fait partie des bénéficiaires de la zakat. C'est dans le Coran, c'est quelque chose qui est même dans l'ADN même de la zakat. Il n'y a pas de zakat, il n'y a pas d'administrateur de la zakat, c'est pas possible. Il y a bien des gens qui doivent gérer ça. Donc ça, c'est la première chose, et c'est là pour réunir les gens. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Il y a des gens qui donnent, des gens qui reçoivent, et c'est un cycle, en fait. C'est un cycle annuel, et ça fait circuler pas seulement de l'argent, mais c'est là, en fait, ça j'en suis convaincu, c'est là pour connecter les gens. C'est encore vraiment un vrai défi, c'est encore voir comment atteindre ça. C'est là vraiment pour connecter les gens. Ouais. Et ouais, parce qu'en fait, pour gérer quelque chose comme ça, tu as besoin de compétences tellement multiples, tu peux pas faire ça seul, c'est impossible. C'est pas, on est en 2025, il y a tellement t'as besoin tellement de compétences différentes, parce que ça touche à tellement de choses, que ce soit dans la redistribution, que ce soit dans la plateforme elle-même. Ouais. Et après, comment communiquer sur la zakat, t'as vraiment, moi, j'ai la vérité, si tu veux vraiment gérer ce truc comme il faut de A à Z, tu as besoin d'une équipe de 20 personnes, minimum. Tu as parlé un peu aussi du temps du Covid et le fait que tu devais tout faire en ligne. Il y a quelque chose qui est assez intéressant au niveau de la manière dont la zakat aussi a ramené une certaine innovation. C'est tout ce qui est du côté de Tech for Good, donc le fait d'utiliser tous ces outils tech pour permettre une facilitation aussi de la récolte de la zakat et aussi du coup de la distribution. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de pourquoi prendre cette route-là, pourquoi cette stratégie? Ouais. Non, c'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, je ne sais pas si c'est récent, mais disons les 10 dernières années, déjà premièrement en Suisse, il y a eu une grande effervescence. Il y a pas mal de startups qui sont nées, qui ont construit des outils là-dedans. Par exemple, RaiseNow, avec qui on a travaillé depuis le début, c'est une startup qui est née à Zurich.
J'ai fait connaissance avec le fondateur. C'est vraiment une équipe vraiment sympa et incroyable, quoi. Ils ont commencé vraiment dans un rez-de-chaussée d'un appart. Les gars, je vois parce que je suis allé à leur anniversaire et tout. Et maintenant, ils sont dans toute l'Europe. Ils ont racheté leurs concurrents allemands, belges. Ils sont présents dans toute l'Europe et tout. Ouais, il y a vraiment une effervescence. En fait, déjà dans le domaine non-profit en Suisse, dans le don en ligne, parce que bon, pour ceux qui savent, la Suisse, c'est le pays avant des piles d'inversement. Maintenant, bon, c'est le QR code et tout, le QR IBAN et tout, mais beaucoup de dons se faisaient avec le bulletin d'inversement et tout. Et eux, ils ont digitalisé. Et après, il y a Twin qui est venu, donc il y a vraiment une vraie explosion un peu du don en ligne. Et eux, ils ont vraiment capitalisé là-dessus. Ils ont vraiment apporté des outils. Donc, il y a l'environnement, disons suisse. Donc ça, c'était vraiment ça, c'est une autre découverte. Pour moi, après, c'est un autre chapitre, mais c'est un autre monde que j'ai découvert. Donc l'aspect, le monde, disons, philanthropique, suisse, et tous les acteurs là-dedans, c'est vraiment intéressant. Hein. Franchement, c'est très passionnant parce que je reviens au RSN, à l'excellence. L'excellence. C'est incroyable. Ils bossent tellement bien. Mais explique justement, du coup, explique ce que c'est pour quelqu'un qui connaît pas. Qu'est-ce que Raise Now? Ouais. Donc, Raise Now, c'est une boîte, c'est une entreprise qui a son siège à Zurich, qui a créé un formulaire de dons en ligne, mais simplifié. Hein. C'est-à-dire, ils ont créé une solution pour les associations, enfin toutes les organisations à but non lucratif, qui veulent collecter des dons, que ce soit un club sportif ou bien une ONG internationale. Ils ont créé un formulaire que tu peux mettre dans ton site, donc tu peux juste partager via un lien, qui te permet de faire un don de manière simplifiée, sécurisée et rapide. Et eux, ils s'occupent en fait, derrière ce code-là, ils gèrent toute l'infrastructure, la sécurité, la tech là derrière. Et en fait, ils font en sorte que ce don soit transmis de la poche du donateur vers ton compte. Et derrière, il y a une architecture un peu tech et avec, mais tout est sécurisé et tout est tellement bien fait que ça parvient sans problème. Il n'y a jamais eu de souci. Il n'y a jamais eu de bug. J'ai jamais vu un bug avec ce truc. C'est vraiment incroyable. Et que tu aies en un jour 1 franc de don ou 100 000, ça changerait. Il y a le côté aussi automatisation donc du don qui est aussi disponible. Donc notamment il y a des pages qui sont créées spécifiquement pour des moments précis durant l'année. Notamment il y a My 10 Days, My 10 Nights. Enfin My 10 Days c'est plutôt c'est autre chose. Mais ils viennent de, après discussion, enfin j'ai brainstormé aussi avec eux, ils ont créé maintenant une solution que tu peux donner tous les jours et là après le Ramadan, j'espère on va commencer avec le don hebdomadaire pour vendredi. C'est un prélèvement automatique. Donc après, voilà, ils ont fait plein d'autres choses, mais pour simplifier, c'est ça. Mais ils ont leur offre, enfin, 7 ans, ils ont des nouveaux outils, ils ont racheté Collect. Mais moi, je veux juste, en fait, revenir par rapport à l'automatisation des dons, que ce soit via Raise Now ou bien via d'autres plateformes. J'ai comme l'impression, après, moi, je suis pas de cette école, mais je me dis, est-ce que c'est pas, en fait, genre, vu qu'on automatise tout, donc du coup, il n'y a pas le sentiment de faire l'effort de donner. Donc du coup, là, c'est des échos que j'ai eu de personnes, notamment de mon entourage, où, par exemple, à la maison, chez moi, on a une tirelire, on appelle la tirelire de la Sadra, où en fait, à chaque fois, on vient, puis si on a un peu de monnaie dans notre poche ou quelque chose, j'ai jamais d'argent cash. Donc en fait, cette tirelire, elle est vide. Il n'y a que ma mère qui met de l'argent dedans. Et à chaque fois, elle me dit, mais en fait, pourquoi est-ce que vous donnez pas d'argent? Parce que j'ai pas de cash. En fait, le cash n'existe plus dans ma vie. Puis du coup, on a eu une conversation avec ma mère et elle m'a dit que elle-même, elle sentait qu'il y avait un truc en fait un peu plus engageant de sortir littéralement de l'argent de son porte-monnaie ou de sa poche et de le mettre physiquement dans un endroit. Dans les mosquées, la plupart du temps, le vendredi, on a le petit chapeau et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là par rapport à l'automatisation du don? Ouais, c'est une bonne question. J'entends, pour moi, je suis d'accord. Hein, c'est vrai que le geste de sortir l'argent et de le donner soi-même, il a un autre goût. Enfin, il y a quelque chose de différent. J'en conviens. Quand on a du cash, moi, j'en ai aussi rarement sur moi. La chose, c'est que d'un côté, je suis d'accord. D'un autre côté, c'est pour nous, enfin, on n'a pas pignon sur rue dans chaque ville pour collecter des dons physiquement. Donc, on est obligé de un peu rider cette vague du don en ligne ou bien de l'automatisation parce que
ben déjà pour atteindre des gens qu'on ne peut pas atteindre autrement et pour faciliter aussi le don. Mais enfin, pour pas perdre un peu cet aspect personnel, je pense que même avec la tech, on peut compenser un peu. On peut, par exemple, il y a des plateformes comme on utilise maintenant, nous, MyTenders ou autres, c'est à chaque fois que le don en fait est prélevé, tu reçois un message en fait où il y a quand même quelque chose qui te rappelle que tu viens de faire un don. Donc, je pense qu'on peut compenser. Certes, ce sera jamais la même chose que de sortir l'argent de sa poche, mais après, je regarde un peu ça d'une perspective un peu admin. Pour nous, c'est pour la gestion un peu de la compta et tout, c'est tellement plus facile que tout soit déjà pré-programmé, que tout fonctionne, que j'ai pas besoin de compter le cash et de signer un papier que j'ai reçu cet argent de X de personnes. C'est ce que je veux dire. Et aussi, j'ai l'impression que parce qu'il y a plus de cash dans notre société, enfin, il y en a de moins en moins, Ouais. bah, en fait, du coup, vu que t'y penses pas, et donc, du coup, tu donnes pas. Dans le sens où, de toute C'est façon, ça. par dépit, tu vois, tu vas plus facilement donner du cash parce que tu t'en souviens, il est là, il est physiquement là. C'est ça, ouais. Tandis que quand t'as ton compte, bah, en fait, ça fait pas partie si t'as pas mis ça comme une habitude, comme quand Ouais, tu payes. ouais. Des paiements, des prélèvements, Ouais. tu oublies. Ouais. C'est pour ça que, voilà, c'est, comme on dit, voilà, il y a ses avantages, ses inconvénients, mais il faut vivre un peu avec son époque et voir un peu ce qu'on peut faire de mieux avec ça, quoi. Par rapport en fait à la stratégie maintenant générale de la Fondation Zakat, on voit qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits par rapport aux projets que vous soutenez et par rapport notamment que ce soit les projets que vous soutenez ou que ce soit les projets même que vous mettez en place. Typiquement, on a beaucoup de choses qui sont mises, beaucoup d'appuis qui sont faits sur l'éducation, que ce soit le CAS en aumônerie, le diplôme en psychologie islamique. J'aimerais un peu avoir les behind the scenes de la réflexion et des discussions et du travail fait pour pouvoir mettre ces projets sur pied. Ouais. Et pourquoi ces projets aussi, principalement? Ouais, par rapport à ces projets, en fait, ouais, c'est le fruit d'une réflexion qui a quand même accompagné ces dernières années, parce que certes, pendant qu'on faisait le travail un peu au début, c'est toujours itératif. T'as pas la science infuse. Tu essayes, tu regardes un peu. Voilà, quand tu fais une collecte de dons, voilà, tu dois dire voilà, c'est pour quel but. Et c'est quand même, pour être honnête avec toi, si je reviens par rapport aux premières années, c'est pas facile parce que quand tu démarres, tu dis ah ouais, les zakat, il y a 8 catégories et c'est pour ces 8 catégories-là. Mais ça, c'est la théorie. Les gens, ils comprennent pas ça. Et en fait, c'est hyper dur de faire du fundraising sur la zakat. C'est dur. Quand tu fais vraiment un focus sur la zakat, les gens sont habitués à ah ouais, on donne à l'étranger, etc. Et c'est pour des personnes, voilà, situation de guerre ou bien qui ont perdu leur domicile ou qui n'ont pas de quoi manger. Certes, oui, mais en réalité, il y a beaucoup plus. Bon, après, il y a l'aspect de la localité et tout, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et en fait, on a commencé à se poser la question, mais déjà, il faut voir aussi quels sont les défis locaux. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on a comme problème en Suisse ou bien en Europe? Puis il s'avère que, en regardant un peu certaines études, le niveau d'éducation moyen aussi qu'on a dans la communauté musulmane, il est inférieur à la moyenne nationale. J'avais vu des chiffres, après je sais plus exactement les chiffres, j'ai plus exactement le chiffre précis en tête, mais on est sur je crois, entre 70 et 75% de personnes qui vont pas au-delà de l'école obligatoire dans les communautés musulmanes en Suisse. Ouais, on est un peu dans ces chiffres-là. Peut-être que ça a changé depuis, je crois, c'est les chiffres de 2018. Peut-être que ça a changé. En tout cas, bon, c'est dynamique parce que c'est avec peut-être la nouvelle génération, etc. Mais c'était un constat que moi j'ai dû faire et je ne me rendais pas compte. En fait, il y a vraiment un vrai problème. Parce que quand tu es à l'uni, tu es un peu dans une bulle, tu ne remarques pas un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'était la première chose. Et en fait, donc le besoin d'éducation, il y a les besoins en termes de... En fait, petit à petit, en fait, avec les discussions, voilà, tu fais connaissance un peu. Moi, j'étais aussi à Fribourg, il y avait le CS pour l'aumônerie qui était là. On avait des échanges aussi avec l'université, surtout avec le Centre Suisse Système de Société avec qui j'étais déjà en contact, que je connaissais. Et en fait, petit à petit, en fait, on a remarqué qu'il y avait des domaines, il y avait il n'y avait pas de fonds pour ça. Il n'y avait pas de
il n'y a pas de fonds à disposition qui n'étaient pas soutenus. Il y a personne qui donne des bourses d'études pour les candidats qui veulent devenir aumônier. Il n'y a personne. On était les premiers à faire ça. Oui, il y a une fondation, bon, par exemple, la fondation Mercator qui donne à l'université pour soutenir la mise en place de ce projet. Mais pour soutenir les étudiants, il n'y a pas de bourse. Mais pourquoi les aumôniers, typiquement, et pourquoi pas les infirmiers, par exemple? Et pourquoi, par exemple, aussi pourquoi psychologie islamique? Ouais. Et pourquoi pas, je sais pas moi. Ouais, j'allais y venir. Et donc, en fait, pourquoi ces sujets-là? Pourquoi tout ça? Par exemple, pourquoi la Islamic Psychology ou bien même déjà pour Cambridge? En fait, force est de constater qu'il y a un manque aussi dans le personnel formé, en fait. Il y a des besoins, il y a des besoins, par exemple, des gens veulent, voilà, il y a des besoins de psychologues compétents, il y a besoin d'aumôniers compétents. Pourquoi? En fait, ce besoin-là, il est même pas, genre, moi, j'en étais pas conscient. En fait, c'est l'université de Fribourg, avec, de concert aussi avec l'association fêtière par exemple, à Zurich. Enfin, ils ont aussi créé, c'est eux un peu les pionniers quand même là-dedans, qui étaient les premiers aumôniers. Il y en avait aussi des personnes un peu, déjà à Genève ou ailleurs en Romandie qui faisaient ça bénévolement dans les prisons, etc. Mais en fait, ce sont les cantons ou même la Confédération qui ont besoin d'interlocuteurs compétents pour que ce soit les personnes dans les centres d'asile, que ce soit les personnes dans les hôpitaux en fin de vie, les personnes dans les prisons aussi. Et en fait, c'est comme ça que, enfin, que ce sujet était discuté. Et en fait, ils ont créé ce CAS pour répondre à ce besoin-là. Et c'est en fait ça, par après que voilà, on s'est dit, ah, mais en fait, on peut soutenir. Parce que c'est un service pour des personnes qui sont dans une situation de détresse, dans un besoin, que ce soit des stress psychologiques ou autres. Ce sont des choses qu'on peut et qu'on doit soutenir. Et la zakat fait partie des solutions pour ça. Et Cambridge, le Cambridge Muslim College aussi, c'est un des premiers instituts en Europe, c'est en Angleterre, mais qui offre un enseignement de qualité pour les sujets comme Islamic Psychology ou bien comme donc en fait il y a petit à petit on a essayé de constituer en fait des fonds ou bien des causes en fait des sujets qui ne sont pas soutenus, qui n'étaient pas encore adressés et qu'on a voulu porter ces projets-là vers le public et parce que c'est des projets à long terme et que, enfin, je pense qu'en tant que fondation, c'est pour ça que la fondation est là en fait. Et moi, j'avais toujours, voilà, rêvé qu'avec cette fondation, on puisse travailler avec des universités et l'éducation. Ça rejoint une de tes questions tout à l'heure. Pour moi, il y a déjà beaucoup d'organisations, et c'est aussi bien qu'elles soient là, qui font du travail humanitaire à l'étranger. Et ce travail, on en a besoin. Mais les besoins aussi en Suisse, en Europe, ou là où on vit, là où la communauté se trouve, il y a des besoins et il faut les couvrir. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça qu'on a démarré avec ça. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter, mais c'est pour ça qu'on a commencé et j'espère que ça pourra continuer. Si, là, tu disais justement qu'il y avait des besoins pour les aumôniers, les psychologues compétents, etc. Est-ce que maintenant tu vois où tu as des personnes qui viennent vers toi avec d'autres demandes que tu aimerais pouvoir intégrer à la Zakat, à la fondation Zakat, mais que pour l'instant, c'est pas encore mis en place? Pour le moment, disons, ça va. Par rapport à. Il n'y a pas eu genre de demande nouvelle. Enfin, et ça, ce que j'ai raconté, c'est encore en parallèle de ce qui se fait par rapport à l'aide sociale standard. Ça, c'est ce qui a peut-être eu de nouveau, je dirais, c'est qu'il y a eu de plus en plus de communes, en Suisse, surtout un peu plus en Suisse alémanique, qui nous contactent pour aider des familles dans le besoin qui résident dans leur commune. Parce que les communes, ils ont souvent un budget limité dans ce qu'ils peuvent apporter. Et en fait, ils nous écrivent pour savoir si on peut soutenir telle et telle famille pour telle et telle raison, avec un montant. Et ça se répète. Ça se répète. Ouais. En fait, on a via ces lettres, ils envoient des lettres et c'est comme ça qu'on crée aussi un lien, un contact avec des partenaires locaux, quoi, des communes ou bien des institutions un peu cantonales dans l'aide sociale. Ouais.
On voit souvent les choses quand elles sont déjà faites. C'est-à-dire Ouais. qu'on voit souvent les choses quand il y a la page internet et l'annonce sur LinkedIn et sur Insta qu'il y a maintenant une bourse pour le CAS de Monnerie, il y a maintenant des bourses pour machin, il y a maintenant... Est-ce que tu peux nous raconter en fait le cheminement qui mène de voir qu'il y a un besoin jusqu'à au projet final? Si je regarde un peu en arrière, c'est... Bon, déjà, c'est ce que tu viens de raconter, c'est un énorme travail. C'est de la, disons, l'initialisation d'une idée jusqu'à que ce soit en ligne et que ce soit à disposition et visible. C'est un énorme travail. Il y a un travail déjà de réflexion, voilà, de regarder un peu ce qui manque, regarder un peu ce qui existe et ce qui manque. Après, il y a, ok, pourquoi pas, voilà, il y a ce projet-là, par exemple, il y a des on peut faire des bourses pour ces études-là. Et après, il y a, ok, contacter l'université, faire connaissance. Il y a des réunions, multiples, enfin, tu vois, X réunions, bien, pour discuter un peu l'idée de comment on peut collaborer ensemble, etc. Et après, il y a concevoir comment on veut en parler. Ça rejoint par rapport à l'équipe, d'avoir des gens compétents là-dedans, comment on veut communiquer sur ça. La création de la mise en ligne, et après la communication sur ça, la levée de fonds, et après la levée de fonds, donner les fonds, enfin, recevoir les candidatures en collaboration avec l'université, verser l'argent, faire le suivi. Ça prend combien de temps de... Genre, tu te lèves un matin et dis « Ah, purée, ce serait cool d'avoir des aumôniers » jusqu'au jour où tu as des aumôniers? Si tu prends en compte déjà leur temps de formation et bien disons le fait de communiquer du début, quoi. De tout début, pas nécessairement jusqu'à la fin du CAS, mais jusqu'à ce qu'il y ait ces personnes-là, jusqu'à la première volée qui est entrée et qui a fait le CAS. Oui, je crois que, je sais pas, la formation, elle dure 6 mois. Ouais, mais dans le sens où, en fait, le truc, c'est que là, ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait que les gens se rendent pas compte, en fait, Ouais, c'est 1 année et demie. de travail. Ouais, le Donc, travail est vrai. Donc, 1 an et demi de travail 1 an et demi, ouais. pour pouvoir mettre sur pied un angle du projet Zaka. Avoir la première, ouais, pour avoir jusqu'à la première. Disons, ouais, 1 an et demi. Je pense, ouais. Jusqu'à avoir la première volée, ouais. Et là, on avait participé. Et là, on a déjà, ouais, on est deuxième ou troisième volée. Comment tu te sens Par rapport par rapport à cette année, ces mois et ces mois de travail dans l'obscurité, finalement? Franchement, quand tu es dedans, en fait, tu dis, mais tu vois pas forcément l'impact. Tu dis, mais tu te remets en question quand même. Tu te poses des questions sur si c'est la bonne chose à faire, si c'est vraiment, ouais, si c'est vraiment, tout cela fait sens. Mais après coup, quand tu vois en fait que en fait, il y a des gens en fait qui sont là et qui sont en train via cette bourse d'études, qui sont là en train de faire le travail, d'aider d'autres personnes. Tu te sens, c'est comme si toi qui es en train d'aider. En fait. Et ça fait plaisir. Franchement, c'est très satisfaisant. Et pour être honnête, beaucoup de fois, je le disais aussi à d'autres amis, beaucoup de fois, j'ai toujours trouvé beaucoup plus de sens dans le travail que je fais avec la fondation que le travail que je faisais dans les jobs que j'avais en banque ou autre. C'est pour ça que je faisais ça, parce que c'était beaucoup plus satisfaisant en fait de faire ça. Bon, moi, j'étais pas j'ai jamais passé énormément de, j'étais pas le plus impliqué dans le domaine social. Moi, j'aime bien de mettre en place la plateforme, en fait, le site, d'avoir un truc vraiment qualitatif qui fonctionne. Tout ça, pour moi, c'est un peu la digital journey, c'est le tech for good. Moi, j'ai toujours adoré ça. En fait. Mais en fait, tu es impliqué parce que tu dois lever les fonds, tu es impliqué, c'est un travail d'équipe. Et ouais, c'est satisfaisant en fait. Mais en fait, moi, je suis arrivée un peu plus tard, donc j'ai vu le pitch, on en a parlé ensemble, j'ai pu travailler avec la Zaquette en tant qu'employée, mais aussi en tant qu'indépendante pendant un certain temps. Et pour moi, c'est un navire qui est tellement lourd à porter que quand je te vois, toi, et je vois aussi Akram, qui est c'est lui aussi cofondateur de... Il n'est pas cofondateur, mais il est... Ouais, c'est ton bras droit. En fait. Non, ouais, c'est un autre pilier. C'est le cerveau, je dirais, presque créatif ouais. de la Zaquette, qui est aussi une personne absolument brillante. Donc quand je te vois toi et quand je vois Akram et que je vois en fait
les années qui sont passées avec la Zaquette, avec également les difficultés financières, parce qu'il faut. Donc toi, t'as été salarié de la Zaquette 1 an et demi, mais 3 ans et demi, t'étais pas salarié, donc c'était quasiment du bénévolat, voire tu faisais ça un peu Je faisais ça à côté, ouais. à côté. Tout à fait. Et en fait, moi, ma question, c'est quel a été le coût physique et émotionnel de cette aventure? Disons, ouais, c'est que là, quand tu commences un projet, tu es encore jeune, ouais, disons, t'es encore un peu, t'as une certaine naïveté sur certains points, tu vois, euh, c'est comme en fait tout entrepreneur. Tu commences une start-up, ça marche pas, t'es peut-être déçu, et puis je pense que ça fait partie de toute expérience entrepreneuriale. C'est pas nouveau, parfois voilà, même si ça marche pas, tu te relèves et tu continues. La fondation, ouais, c'est clair, c'était pas sans difficulté. C'était parce que voilà, tu es en Suisse, tu as des coûts aussi. Faut pas croire, les gens ils se disent, ouais, tu sais, ils voient un site et puis, non, mais c'est vrai que ça a des coûts en fait. D'avoir un truc qui fonctionne, qui est sécurisé, ça doit être hébergé d'une certaine manière. Tu as des abonnements parce que voilà, tu travailles avec des outils et tout ça, c'est un coût. C'est pas, voilà. Et tu as le travail du comptable, tu as ci, tu as ça, donc tu as un coût. Et en fait, oui, il y a un coût. Ah bah, physique, franchement, ça va. C'est plus émotionnel, même, disons, c'est un peu dans la tête que ça se passe. Ouais, c'était pas facile parce que tu as un peu, au début, après, après le début, tu as un peu une désillusion parce que tu as des attentes. Tu dis, ah ouais, on va atteindre temps et ça va marcher, on va progresser de cette manière-là et tout. Mais la réalité, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. C'est, et tu mets quand même beaucoup d'énergie dans ce que tu fais parce que quand tu aimes quelque chose, ouais, tu donnes de ton temps, de ton énergie et tout. Et surtout si tu fais ça au début à côté à côté de ton travail. Donc c'est pas évident. Est-ce que tu regrettes? Non, non, je regrette pas parce que c'est que ça, je m'étais posé cette question. Je me la suis posée. Ce que je regrette, parce que parfois tu dis, mais tu sais, autant d'efforts, mais au final, toi tu dis, c'est pourquoi en fait? Pourquoi tu. Mais non, je regrette pas parce que je pense que premièrement, je suis convaincu que ça, ça a besoin d'un peu plus de temps que ce que j'imaginais. Mais je suis convaincu de l'essor d'un projet comme ça à moyen long terme, premièrement. Deuxièmement, parce que le fait, même si on a aidé vraiment pas des centaines de milliers de personnes, même les personnes qu'on a pu aider, c'est déjà satisfaisant de savoir ce qui a déjà été atteint, tu vois. De savoir enfin là on a beaucoup parlé du domaine d'éducation, mais il y avait tellement d'étudiants pendant le Covid ou qui étaient pris au dépourvu, qui n'avaient pas de quoi payer leurs besoins. Il y avait des gens, enfin, les gens qu'on a pu aider, ça fait chaud au cœur. On a eu des histoires, enfin, on est même allé visiter certaines personnes et tout. Tu relativises sur ta vie, quoi. Tu dis, mais en fait, j'ai vraiment pas vraiment de problème en fait dans ma vie, tu vois. Et donc en fait, et puis après, il y a l'expérience elle-même. C'est une expérience entrepreneuriale. T'apprends énormément en fait. De créer une organisation, enregistrer au registre du commerce, de, de la, de- c'est parce qu'en final, c'est comme une start-up. Tu démarres ce truc avec zéro, tu lèves des fonds, tu dois avoir un impact avec ces fonds-là, et puis tu dois euh, montrer ce qui a été fait aux donateurs. Mais ça peut être à des actionnaires, c'est la même chose. Donc, et puis les rencontres aussi. Les rencontres, les gens que. L'année et demie aussi que j'ai passé à temps plein à faire ce travail, euh, ça m'a donné aussi un goût. En fait, ça m'a donné un peu un aperçu sur la vie entrepreneuriale, de ne pas avoir des heures de bureau, d'être un peu libre de son temps, de ses mouvements. C'est incroyable, c'est une drogue. C'est une drogue, quand tu touches à ça, c'est fini pour ta vie. Tu peux plus retourner au bureau. Pourtant, t'es retourné. Et pourtant, j'ai retourné. Mais j'ai continué à faire ça à côté, tu vois. Mais tu peux plus, enfin, même si tu retournes, ça dure pas longtemps. Enfin, tu sais que tu peux pas faire ça ad aeternam, c'est pas possible. Donc ça a son positif. La zakat, ça n'a jamais été facile du début, depuis le début en fait. La zakat,
ce sujet de la zakat, là, depuis le début, depuis son existence, ça n'a pas été facile. Quand tu reviens en histoire, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Donc c'est normal que ce soit pas facile. En fait, celui qui veut bosser là-dedans, ou faire quelque chose là-dedans, il doit pas s'attendre à une partie de plaisir. C'est beaucoup de, oui, c'est quelque chose de beau et satisfaisant à faire. C'est pas facile. C'est fou parce que dans notre communauté, la sadaqa est extrêmement simple. Ouais. C'est tellement simple de récolter de l'argent ouais. dans notre communauté pour n'importe quel projet. Littéralement pour un projet c'est un groupe de filles qui ont reçu leur bac. Venez, on va les aider à faire une umra. Là, c'est simple. Tu peux n'importe quoi. Enfin vraiment, c'est ça qui m'hallucine en fait dans cette communauté. C'est qu'il y a une certaine générosité dans la communauté qui est intrinsèque, mais la zakat non. C'est ça. C'est un truc, moi ça me rend. Mais tu sais que en fait, c'est pour ça que je t'ai dit le coût émotionnel. Parce que après, pour moi, c'est genre c'est presque, comment dire en arabe, un espèce de qahr, tu vois. Je suis là, mais quoi? Genre, vous êtes prêts à mettre 100 000 en tant que communauté pour des projets qui sont très très bons, mais quand il s'agit d'avoir cette rigueur de la zakat, en fait, il y a plus personne, quoi. Ouais, mais bon, moi, au début, j'ai arrêté pour éviter cette frustration, ou bien c'est que je le fais pas pour les gens, tu vois. Non, je sais. Mais you deal with them, t'es confronté à ça, c'est clair que tu peux pas ignorer ça, mais c'est comme ça. Faut vivre avec, c'est une constante, en fait. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs, c'est pas... Mais si tu vois, en fait, une évolution par rapport à la manière dont les gens perçoivent la zakat depuis le moment où tu as commencé à faire ce projet il y a 5 ans à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même une évolution, ou est-ce que c'est vraiment pareil tout le temps? Non, je pense qu'il y a une évolution. Il y a le fait de continuer à être là, d'exister, c'est un travail de long terme. Il y a un travail déjà d'éducation sur ce sujet-là le fait de continuer à être là, de faire ce travail, de continuer à de manière aussi créative que possible, de communiquer sur ce sujet-là et de vulgariser ça, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y a des livres sur la zakat, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui sont très pertinentes et très bonnes, mais il y a un manque dans le travail de vulgarisation, de simplification, et encore, il y a encore tellement à faire, mais il faut que ce soit un peu plus ludique, un peu plus cool, en fait. Il faut un peu être dans l'air du temps, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit pas toujours si compliqué. Les gens, tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils doivent lire un livre avant de maîtriser. Non, en fait, c'est simple. Il faut, et c'est comme je dis, c'est un travail de longue haleine, mais qu'il faut continuer à le faire. C'est pour ça qu'il y a besoin d'institutions qui font ça. Parce que ça ne doit pas être dépendant d'une personne. Ça doit être une institution qui gère ça, qui transmet ce savoir, qui éduque et qui fait ce travail de collecte, de distribution. Et puis après, tout le travail de PR aussi un peu. Il faut aussi se mêler à la population. Il faut aussi que ce soit une valeur ajoutée à notre société, tu vois. Quand tu te mêles à la population avec cette casquette, justement, quelles sont les premières questions qu'on te pose autour de la zakat? En fait, tu sais, c'est quand on en parle, par exemple, on était invité parfois dans des événements d'organisations, disons, européennes, ou suisses, et quand on parle, quand on se présente et on dit ce qu'on fait, bon, certes, on explique un peu différemment, on dit que c'est 2,5% de la fortune qui est donnée chaque année, ça fait partie, c'est pour aider un peu l'économie locale, c'est un cycle, ça aide un peu le circuit économique local de redistribuer 2,5% de ce qu'on a, on a en possession liquide, etc. Et les gens, en fait, ils trouvent ça vraiment, mais c'est trop bien, et c'est vraiment intéressant. Les gens sont intrigués, en fait. Et moi, j'étais intrigué qu'ils sont intrigués. Non, mais, et la résonance était vraiment, en fait, beaucoup plus positive que ce à quoi je m'attendais. On était à Hambourg, au nord de l'Allemagne. Tu sais, je me disais, mais, tu sais, j'étais là, je disais à la classe, t'es là, t'es sûr, je parlais de ça. Parce que, bon, avec les Allemands, ouais, ils m'ont raconté plein de trucs sur eux, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et les gens, ils ont trop kiffé, en fait. Ils ont trop kiffé parce que philosophiquement, c'est tellement... Philosophiquement, ça fait sens. Ça fait sens. Que de donner 2,5 à partir d'un certain niveau de fortune,
Et eux, parce que, bon, dans la chrétienté, ils ont le 10%, la dîme et tout. Mais 2,5, c'est pas trop. Et c'est pas rien non plus. Et c'est annuel, en fait. Et on redistribue ça localement pour. Tiens, mais c'est ça, cet aspect local. Les gens, ils aiment ça en Europe. L'aspect de redonner à son voisin, de s'enquérir de l'état de son voisin, de donner localement et que ce soit pas. Ouais, ils ont aimé ça, cette wealth tax. Et ce que je trouve intéressant dans la wealth tax, je vais faire un petit plugin, mais j'ai un autre podcast où on fait le calendrier du Ramadan révolutionnaire et j'ai pris justement le sujet de la zakat. Et en fait, dans le sujet de la zakat, j'avais aussi expliqué que, pour moi, en tout cas philosophiquement, de se dire que le nisab, c'est 85 grammes d'or qui change chaque année. Et je crois que cette année, c'est quoi, 6500 francs plus ou moins. Ouais. Ben, en fait, que islamiquement parlant, on est considéré comme sécure financièrement quand on a 6500 francs en épargne. Donc en fait, quand tu as 6500 francs que tu n'as pas touché pendant un an, t'es censé payer justement cette taxe de fortune. Et donc, du coup, ça veut dire que au final, t'es privilégié d'une manière ou d'une autre. Ouais, Bah, tu peux survivre. tu peux, enfin, dans le sens où pour moi, ce qui était intéressant, c'est que faut pas attendre d'être multimillionnaire ou Ouais, non. relativement riche pour te dire que, alhamdoulilah, c'est bon, enfin, je suis sécure financièrement. Ouais, c'est ouais. vraiment ce nisab, quoi. C'est ça. Et de toute façon, même si tu as le niveau d'une salle de 6500, tu vas pas payer. Non, mais tu payes 125 balles, je crois. Pas grand chose, ouais. Ouais. Non, mais tu payes rien. Mais non, mais Ouais. dans le sens où Philosophiquement, ouais. Philosophiquement, tu dis, mais en fait, j'ai 6500 francs que j'ai pas touché pendant un an en épargne. Ouais. Bah, en fait, je suis considérée comme une personne qui est censée payer cette taxe de fortune parce que c'est considéré comme une fortune. Mais en même temps, ça va pas me détrimenter. C'est ça. C'est Ça 150 te tue balles, pas. quoi, un truc comme ça, Ouais. max. Ça te tue pas, quoi. C'est le même taux pour tout le monde, en fait. Que t'es milliardaire ou que t'es quelques milliers de francs, c'est le même 2,5%. Certes, avec quelques peut-être déductions ou autres, mais et en fait, c'est aussi son utilisation. Pour moi, c'est ça. Et les gens, comme je disais, ils adoraient le concept, quoi. Ils ont adoré ça. Et du coup, donc toi et Akram, à la suite de votre aventure avec la zakat. Après, il n'y a pas que nous. Hein. Y a pas que... Non, mais dans le sens où, enfin, à la tête du projet, à la tête du projet, je dis. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport à ce qui a été fait aussi avec la zakat, évidemment, il y a plein d'autres personnes qui sont notamment les assistantes sociales qui travaillent aussi avec vous, etc. Mais il y a, à partir de là, quand vous avez vu qu'il y avait aussi un besoin de ihsan dans d'autres parties de la philanthropie islamique, vous avez lancé une agence qui s'appelle Parabole. Et cette agence-là, en fait, elle reprend le ihsan que vous essayez de mettre dans la zakat, mais cette fois-ci de manière plus large, c'est ça? Ouais, donc en fait, après une année où quand on a commencé un peu presque un spin-off. On a commencé avec Parabole, c'est dans le domaine, c'est plus une petite boîte de conseil qu'on avait montée parce qu'on a remarqué qu'il y avait un besoin. On avait des amis en Allemagne, on avait des connaissances en Belgique ou ailleurs et en Espagne aussi. Et ils ont vu en fait ce qui a été fait avec la fondation, on s'est dit ouais mais les gars on veut aussi faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et ça c'est presque un autre chapitre qui s'est ouvert où on a commencé à aider, à consulter des organisations locales pour mettre en place leur propre organisation ou bien fondation de collecte et de redistribution des zakat. C'était le cas en Allemagne. Ça existe encore. C'est en Belgique. Il vient de lancer pendant ce Ramadan, zakat.be. Ça, c'est pour ceux on a eu des contacts en France, mais ça n'a pas forcément peut-être abouti, mais c'est peut-être à l'avenir. Donc, et bien sûr, et là, c'était aussi notre idée de notre souhait que si ça se fait, il faut que ça se fasse bien. C'est d'amener un peu notre expérience, le know-how et de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de pouvoir transmettre un peu cette expérience. Et on est toujours en contact de toute manière avec son partenaire ou organisation. Et c'est une sacrée aventure. Moi, ça te permet de voir que en Suisse, il y a beaucoup de choses, peut-être c'est moi, mais qui sont un peu, on dit en allemand, self-verständlich, ça va de soi. Il y a beaucoup de choses qui vont de soi. Ouais, l'ouverture d'un compte, il y a ci, il y a ça. Tu ne poses pas de questions, ouais, ah non, je peux pas ouvrir de compte. Ah ouais, c'est pas le cas ailleurs. C'est plus compliqué. Ça prend plus de temps, il y a plus de scrutinisation de la part des
des banques ou bien de l'État. Donc il y a plus de peur. Il y a plus de peur de Mais faire il n'y a pas faux. aussi une peur ici, en Suisse? Au tout début, quand tu me disais justement qu'au niveau des communautés, il y a l'attentisme, il y a machin. Non, mais ça, c'est. Ouais, mais Mais c'est pas aussi il n'y a pas une certaine ça, peur. c'est une autre. Ça, c'est plus en interne. Avec, parce que c'était par rapport de fait de. Parce que oui, il y a la communauté albanese qui collecte, il y a la communauté turque qui collecte, de ne pas créer de malentendus ou bien de. Je peux comprendre, mais pas avec l'État. J'ai jamais eu de problème. On a eu un peu avec l'exonération, oui, mais ça, c'est plus disons, une complication bien juridique parce qu'il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet il n'y a personne qui a fait ça, il n'y a personne qui a demandé une exonération pour ce sujet de la zakat. C'est un autre sujet plutôt légal, mais non, on est loin de ce qui se passe en France, en Allemagne. Évidemment qu'on est loin de ce qui se passe en Allemagne et en France, c'est clair, mais bon, parce que si j'ai l'impression que le côté plus fédéral et le côté un peu, le fait que ce soit aussi un pays de la philanthropie, etc., ça facilite aussi les choses en Suisse, mais j'ai quand même l'impression que être estampillé une organisation musulmane pour les musulmans, ça peut des fois faire peur même à des personnes qui sont des fois à l'externe, qui se disent ah oui, oui, mais c'est un bon point. C'est pour ça qu'en fait, au fil des années, on a vraiment voulu que ce soit pas le cas en fait, pas que ce soit juste un truc communautariste et fermé vers l'extérieur. Déjà, ça n'a jamais été l'idée, et c'est pas l'idée du tout parce que la zakat en elle-même, ben, ça fait partie aussi d'un début de la zakat, c'est de rassembler les cœurs en fait. Et le truc de la zakat, c'est que certes, c'est une taxe qui doit être payée par les musulmans, ouais. mais qui est redistribuée dans la société en général. Ouais, c'est ça. Beaucoup ne savent pas, mais c'est le cas. C'est la vérité. Et c'est dans cet esprit-là. C'est pour ça que on a toujours, jusqu'à maintenant, on a toujours des bons contacts avec les acteurs. On est membre aussi de l'association fêtière des Suisses, des organisations à but non lucratif, profond. Donc c'est toujours été l'objectif de faire partie un peu de cet environnement local, enfin suisse et philanthropique. La zakat, comment tu l'imagines dans 5 à 10 ans? Pour moi, actuellement, il s'agit surtout de consolider un peu, de consolider ce qui a été fait avec la zakat et de consolider, continuer, mais on est dans un pays de la philanthropie aussi. Il y a aussi pour moi, un pool, disons, tout un volet qu'on doit et qui reste encore à explorer et à exploiter, disons. C'est aussi l'aspect philanthropique, vraiment à proprement dit du terme, c'est-à-dire peut-être il y a un pays de banque, c'est un pays de philanthropie. Il y a beaucoup aussi de familles qui ont leur argent en Suisse et qui ont besoin de solutions personnalisées. Et ça, je pense, dans la philanthropie, disons, liée à la zakat, etc., des services et une expertise dans ce domaine-là manquent encore. Manquent parce que ces familles-là, calculer la zakat pour des entreprises familiales ou bien pour un certain niveau de fortune, c'est différent, c'est un travail, c'est un travail à temps plein, c'est vraiment. Mais il faut créer un lien de confiance et c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et je pense que c'est quelque chose là qu'on veut aussi ajouter au travail de la fondation, mais qui prend un peu de temps. Et continuer le travail qui a été fait. Ajouter peut-être qu'il y a des nouvelles. Et aussi, on est aussi ouvert. Hein, comme on avait parlé tout à l'heure, peut-être il y a des idées aussi. On est ouvert à certaines idées auxquelles peut-être on n'a pas pensé nous-mêmes et qui peuvent être vraiment apporter une vraie plus-value. Des projets qui peuvent être portés par des associations locales. Donc voilà, on est aussi ouvert à ça pour l'avenir. Mais surtout stabiliser et continuer les partenariats qu'on a. Et parce surtout même les bourses dont on a parlé, moi je pense qu'on est qu'au début. On est qu'au début et il y a sûrement aussi des nouvelles choses à explorer là-dedans. Trop bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas dit? Non, c'était surtout pour moi, je voulais, avant de clôturer, surtout vraiment remercier toutes les personnes qui ont
ont soutenu ce projet, qui ont soutenu la fondation, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont, et Dieu sait combien de temps elles ont passé, surtout celles qui étaient dans le social, qui s'occupaient aussi qui faisaient tout le travail un peu social de la fondation. Dieu sait combien de temps elles ont passé à traiter des cas, à essayer de trouver des solutions pour ces personnes-là. Et vraiment un grand merci, parce que c'est le nombre d'heures, je crois qu'on a essayé même de compter le nombre d'heures. C'était environ, je crois, 4 à 5, 3 à 4 personnes à temps plein sur une année. C'était 3 à 4 personnes à temps plein. C'était le travail peut-être de 8 à 10 personnes bénévoles, mais c'est assez énorme. Je remercierai ces personnes jamais assez, parce que c'est juste impossible en fait. Et ouais, vraiment un grand merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Ouais. Trop bien. Ben, merci à toi d'avoir initié ce projet et les personnes qui étaient autour de toi. Je pense que c'était quelque chose qui est de l'ordre, comme tu as dit, de l'essentiel. Il y a un énorme manque dans la communauté par rapport à la zakat. Je pense pas que ce soit la dernière conversation qu'on aura, toi et moi, à ce sujet-là. Je pense qu'on en aura encore beaucoup. Mais en attendant, j'espère que ces petites conversations auront aidé les personnes à comprendre vraiment ce qui t'a mené, toi et les personnes autour de toi, à monter une fondation telle que celle-ci, et aussi les choix stratégiques qui ont été faits derrière pour arriver à ce qu'elle en est aujourd'hui. Merci à toi. Donc à très bientôt. Merci Sarah. Merci.